Parfait. Bonjour à tous, bienvenue pour notre conférence sur comment gérer et optimiser son patrimoine ici aux États-Unis, hein, en forte période de volatilité. Donc, je suis Adrien Hérault, partenaire au sein du cabinet. Alors, tout d'abord, je remercie l'UFE pour nous avoir aidé à organiser cette présentation aujourd'hui. Ensuite, un mot sur le cabinet. USA France Financial, on est une équipe de 15 Français ici aux États-Unis. On est spécialisé dans l'accompagnement des Français et Franco-Américains dans la gestion de toutes leurs problématiques financières. On accompagne nos clients, bien sûr, dans tout ce qui va être conseil en stratégie de placement, investissement, hein, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais on accompagne aussi nos clients dans tout ce qui va être planification retraite, optimisation fiscale et protection familiale. Donc voilà pour la présentation du cabinet. Et maintenant, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ensemble, on reverra aujourd'hui plusieurs parties sur comment gérer et optimiser son patrimoine aux États-Unis dans une période de forte volatilité. On va commencer par les actifs défensifs, votre épargne liquide, les fonds d'opportunité, et puis ensuite, on passera aux actifs de croissance, l'immobilier, l'épargne de retraite. Une stratégie patrimoniale, elle s'organise autour de 5 classes d'actifs principales. Ces 5 classes d'actifs, vous les avez aujourd'hui à l'écran. Elles sont divisées en 2 catégories. Première catégorie, ça va être les actifs défensifs. Leur rôle, il est simple, c'est d'apporter de la protection dans votre stratégie patrimoniale, surtout dans une période qui est la période dans laquelle on fait face aujourd'hui. Ces actifs défensifs, c'est le cash et le fonds d'opportunité. Leur caractéristique est simple, ils doivent apporter une diversification par rapport au marché financier, c'est-à-dire une croissance continue, on n'a pas de risque de perte ici, et il faut qu'ils amènent des rendements qui soient plus forts que l'inflation. Ici, on va chercher du 3 à 5%. Deuxième partie de notre classe d'actifs, c'est les actifs de croissance. Alors là, c'est la partie un peu plus sexy. C'est le portefeuille diversifié, concrètement tout ce qui est actions, obligations, l'immobilier et l'épargne de retraite. Pourquoi ? Parce que l'épargne de retraite aux États-Unis est sur les marchés financiers. Ici, on va chercher un peu plus de rendement, du 6% en règle générale. Aujourd'hui, notre but, c'est de voir vos opportunités au sein de chacune de ces classes d'actifs. Alors, premièrement, une question qu'on me pose souvent ici, c'est de me dire, ok, Adrien, je comprends l'organisation du patrimoine autour de ces 5 classes d'actifs. Après, moi, j'ai un profil plutôt risqué, je n'ai pas peur de prendre du risque. Donc, est-ce que je suis forcément obligé d'avoir des actifs défensifs dans mon patrimoine ? Ou alors l'inverse, je suis quelqu'un de très conservateur, est-ce que je suis obligé d'avoir des actifs de croissance au sein de mon patrimoine ? Et la réponse, c'est oui. J'aime bien faire une analogie, sortir un peu de la finance, de la gestion patrimoniale, et rentrer dans le management d'équipe, prendre un exemple d'une personne qui créerait une équipe de foot pour la Coupe du Monde. Est-ce que cette personne-là se dirait, dans mon équipe, je vais mettre que des attaquants, parce que je vais marquer tellement de buts que je suis sûr de gagner ? Ou alors à l'inverse, dire, je vais mettre que des défenseurs, parce que de toute façon, je suis sûr qu'il n'y aura aucun but ? Non. Ça n'est jamais arrivé dans toute l'histoire du football. Eh bien, c'est exactement la même chose pour la gestion de patrimoine. Est-ce que je vais avoir que des actifs de croissance ou que des actifs défensifs ? Non. Par contre, notre rôle, nous, en tant que gestionnaire de patrimoine, ça va être de vous accompagner sur comment allouer votre patrimoine au sein de chacune de ces 5 classes d'actifs en fonction de votre tolérance au risque, de votre objectif d'âge jusqu'à la retraite et de vos objectifs de façon générale. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans vos opportunités au sein de chacune de cette classe. Et la première, c'est l'épargne liquide. Alors, l'épargne liquide, son rôle. Son rôle, c'est votre parachute. C'est votre ceinture de sécurité. Ici, on a quoi comme outil ? En France, on va avoir, bien sûr, le compte courant, mais on va aussi avoir tout ce qui va être livret. Livret A, livret de développement durable, tous ces livrets qu'on connaît qui ont un rendement. Aujourd'hui, on tourne autour des 1,8%. Et côté États-Unis, on va avoir tout ce qui est Certificate of Deposit, Money Market, Series I Saving Bond, et puis le High Yield Saving Account. High Yield Saving Account qui, à l'heure actuelle, si on fait un benchmark, on est autour des 4% de rendement. L'avantage de cette catégorie-là, c'est que c'est liquide. On a de la disponibilité immédiate. Donc, c'est important d'avoir de l'épargne liquide si on fait face je sais pas, des problèmes, que ce soit par exemple un problème dans la maison, avec la voiture, etc. Il nous faut du cash disponible rapidement et c'est le rôle de cette catégorie-là. La problématique, c'est sa croissance. Aujourd'hui, on sait que la croissance sur le long terme, sur les 20 dernières années, elle est de 1%.
lorsque l'inflation est de 2,5. Alors, généralement, quand je dis ça, les gens me disent, bon, 2,5, c'est pas si terrible. Alors, j'aime bien utiliser un exemple pour montrer vraiment l'impact de l'inflation sur une situation patrimoniale. On va prendre l'exemple d'une personne qui a 50 000 $ sur son compte en 1982. Cette personne-là, si elle veut avoir le même pouvoir d'achat 23 ans plus tard, donc le même pouvoir d'achat que 50 000 $ en 1982, 23 ans plus tard, eh bien, il lui faudra 106 050 $. Donc l'inflation, c'est extrêmement important. Et ça, malheureusement, rogne notre pouvoir d'achat. Donc l'épargne est importante, il faut avoir son parachute de sécurité. Par contre, notre recommandation, c'est d'avoir 6 à 12 mois de dépenses en épargne de sécurité et pas plus. Alors généralement, les gens me disent, ok, très bien, mais rien, est-ce qu'il faudrait que je garde du cash pour mes investissements? S'il y a une opportunité qui se présente, comment est-ce que je fais? Et là, c'est le rôle de votre fonds d'opportunité. Ce fonds d'opportunité, son rôle, c'est de conserver de la liquidité à un taux de croissance qui est supérieur à l'inflation. Donc, on cherche plus de 2,5% par an sur les 20 dernières années, une croissance continue et, comme j'ai dit tout à l'heure, non corrélée au marché financier et immobilier. Peu importe que le marché soit en hausse ou en baisse, mon fonds d'opportunité, lui, ne fait que croître et je ne peux pas avoir moins que ce que j'ai investi dedans. Ici, j'ai deux options. Alors, la cash value life insurance, qu'on reviendra plus tard, et les obligations. L'obligation, la problématique de ce type d'investissement, ce qu'on appelle les bonds aux États-Unis, c'est qu'ils ne sont pas corrélés au marché financier, ils sont corrélés au taux d'intérêt. On a vu ce qui s'est passé dans les années, entre 2020 et 2023. On a eu une hausse forte des taux d'intérêt, et donc les personnes qui auraient acheté des obligations, par exemple en 2019, 2018, 2020, eh bien, aujourd'hui auraient perdu en pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que tout simplement, le gouvernement américain vend des obligations qui sont plus rentables que celles qu'il vendait dans les années précédentes. Donc ici, l'obligation sur le long terme nous offre un rendement garanti, mais par contre, sur le court terme, nous offre pas de flexibilité, parce que si je voulais retirer mes fonds de façon immédiate et que les taux d'intérêt étaient hauts, le prix de mon obligation aurait baissé, j'aurais perdu en pouvoir d'achat. Donc vraiment, en tant que fonds d'opportunité, mon option numéro 1, c'est ce qu'on appelle la cash value life insurance. Comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que c'est idéal pour mon fonds d'opportunité? Tout simplement parce que j'ai déjà la première chose que je recherche, qui est ma croissance continue. J'ai un taux de rendement qui est généralement une garantie à 3%, avec un taux variable qui peut monter jusqu'à 5, 5,75 en fonction, encore une fois, des taux d'intérêt. J'ai une croissance qui est ininterrompue, et donc je ne peux pas perdre sur ce type de produit. C'est hors marché. Donc, comme je le disais tout à l'heure, peu importe que le marché soit en hausse ou en baisse, j'ai une fiscalité qui est intéressante, dans le sens où, lorsque je construis mon patrimoine, je ne paye pas d'impôt sur les intérêts générés au sein de ce contrat, et au moment du retrait, j'ai la possibilité d'utiliser tax-free. Ça va me permettre d'optimiser mes revenus de retraite, on le verra plus tard, et c'est également une bonne base pour ma stratégie patrimoniale. Pourquoi est-ce que c'est une bonne base pour ma stratégie patrimoniale? Parce que ça fonctionne de la façon suivante. C'est-à-dire que je prends mon épargne, je la transfère au sein de ma cash value life insurance. Jusqu'ici, pas très compliqué. Si j'ai une opportunité d'investissement en immobilier, dans une entreprise ou sur le marché financier, eh bien, quelles sont mes options? Je peux tout simplement prendre l'épargne que j'ai investie au sein de ce compte et puis l'investir dans mon investissement immobilier, dans mes parts d'entreprise ou sur les marchés financiers. Option assez classique. Mais j'ai une deuxième option, ce qu'on appelle le nantissement. Et qu'est-ce que le nantissement? Le nantissement, par exemple, si je prends l'exemple d'un investissement immobilier, au lieu de devoir ramener un apport, je vais donner une garantie à la banque sur l'épargne que j'ai au sein de ma cash value life insurance. La banque ne va donc pas me demander d'apport. Alors, par contre, si je ne rembourse pas, ils ont la possibilité de prendre immédiatement l'argent qui est sur ma cash value life insurance. Mais quel est mon intérêt? Eh bien, c'est que je peux faire mon investissement immobilier tout en gardant les fonds sur mon assurance vie qui continuent de grandir, eux, à 3-4%. Donc, c'est vrai qu'ici, on a vraiment un flux patrimonial qui est optimisé pour des investissements. Alors, une question qu'on me pose qui est importante ici, c'est de me dire, Adrien, c'est super, mais moi, j'ai de l'assurance vie française. Est-ce que je peux m'en servir? Parce que conceptuellement,
Les avantages que vous venez de présenter, je les ai avec mon assurance vie française. Et c'est vrai que conceptuellement, ça marche. La problématique, c'est la fiscalité. Pourquoi? Parce que l'assurance vie française, elle est considérée ici aux États-Unis comme ce qu'on appelle un PFIC, un Passive Foreign Investment Company, et elle est malheureusement pénalisée fiscalement. C'est-à-dire que les États-Unis vont m'imposer chaque année sur les plus-values latentes que j'ai générées au sein de mon assurance vie. Si je suis en France au moment du retrait et que j'ai plus de 8 ans, que j'ai un contrat qui me permet de ne pas payer d'impôt sur le revenu, ok, je ne paye pas d'impôt, mais je paye quand même mes contributions sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ma durée de détention, mon expatriation aux États-Unis, j'aurais payé un impôt au sein de mon assurance vie. Et puis au moment du retrait, lorsque je suis en France, eh ben, je paye à nouveau mes contributions sociales. J'ai vraiment une double imposition sur ce type de produit, et une double imposition qui en général va vraiment annihiler le rendement. Lorsqu'on fait les calculs, je prends l'exemple d'un client avec qui on a fait les calculs récemment, sur 3% de rentabilité, on descend à 0,5. Donc, c'est vrai que conceptuellement, on a ces avantages-là, mais malheureusement, à cause de la fiscalité, ça ne va pas fonctionner. Alors, une question aussi qu'on me pose, c'est souvent l'importance du fonds d'opportunité, et j'aime bien donner un exemple pour ça. Prendre l'exemple du marché immobilier entre 2007 et 2023. Premier quarter 2007, on a 200... voilà, ça, c'est l'Institut Fred qui nous donne le prix moyen de l'immobilier aux États-Unis. En 2007, le prix moyen d'une maison aux États-Unis, c'était 257 400 $. Si on descend jusqu'à 2009, on perd 23%. Donc là, il y a une belle opportunité. Bon, on sait qu'à ce moment-là, également, le marché financier et le marché immobilier est en baisse. Donc si je n'ai pas d'actifs, si je n'ai que des actifs de croissance et que je veux profiter de cette opportunité-là, je vais devoir réaliser des pertes. Mais admettons que j'avais mon fonds d'opportunité. Ici, je peux tirer profit de cette opportunité-là et acheter un bien immobilier à ce moment-là. Mais ce qui est encore plus important que la baisse, qui est très populaire, c'est la hausse entre 2009 et 2023, qui a été incroyable. Entre 2009 et 2023, même en prenant en compte le petit recul que connaît le marché à l'heure actuelle, on est à plus 110%. Donc si on prend l'exemple d'une personne qui avait son fonds d'opportunité en 2009, qui a pu faire son achat immobilier de 210 000 $, il le paye 260 000 $, bon, réduction de 23%. Il amène un apport de 30%. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les apports étaient malheureusement un peu plus forts. Et ces 60 000 $ investis, eh bien, se transforment en 13 ans en 430 000 $. Donc, plutôt un bon rendement. Alors ici, on dit souvent, on va dire 60 000 $, mais je dois quand même rembourser le crédit que j'avais mis. J'ai fait le calcul, on est à peu près à 110 000 $, à peu près on est à 110 000 $ de crédit à rembourser. On n'a qu'une personne qui, en investant 60 000, a un profit de 320 000. Donc, très important d'avoir ce fonds d'opportunité pour pouvoir se positionner sur des opportunités dans ces périodes de volatilité lorsqu'on a un ralentissement, que ce soit du côté du marché financier ou du côté du marché immobilier. Donc voilà pour la première partie qui était sur les actifs défensifs. Donc petit récap là-dessus important. Pour tout ce qui est épargne liquide, je vais garder 6 à 12 mois de dépenses, idéalement sur du high yield saving ici aux États-Unis qui va me rapporter entre 3 et 5% taxable. En France, je vais essayer de chercher des livrets, du PEL qui va, lui, essayer de m'apporter du rendement. On sera plus autour de 1,8, 2, 3%. Je garde 6 à 12 mois de dépenses ici. Et puis après, je vais garder un fonds d'opportunité qui peut représenter entre 15 et 20% de mon patrimoine, même 10 et 20% de mon patrimoine, en fonction de votre profil, encore une fois, qui sera déterminé pour pouvoir me permettre de sélectionner des opportunités lorsqu'elles se présentent. Alors maintenant, on change, on passe sur la partie actifs de croissance et on va rentrer sur le premier actif qui est l'immobilier. Alors l'immobilier, comment ça fonctionne? On l'a vu un peu tout à l'heure. Lorsque je fais un achat immobilier, j'ai pris mon bien, j'amène un apport, je finance 80%, je facture un loyer. On est vraiment sur un investissement immobilier ici, pas un achat de résidence principale ou résidence secondaire. L'objectif, c'est que mon loyer rembourse mon crédit, et puis c'est un peu le cercle vertueux. J'ai investi 70 000 $ et dans 30 ans, je récupère mes 345 000 $. Bon, la problématique ici, c'est quoi? C'est que malheureusement, mon apport, si je veux le retirer, je n'ai pas vraiment de choix que de vendre mon bien immobilier. Et si cet apport, je l'avais laissé croître sur mon assurance vie à 4%, eh bien, en 15 ans, il se serait transformé en 126 000 $ et en 30 ans, en 227 000 $.
Ici, vous allez me dire, heureusement que j'ai fait l'investissement immobilier, hein, puisque 227 000 $ versus 345 000, c'est beaucoup plus intéressant. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas faire l'un ou l'autre, mais est-ce qu'il est possible de faire l'un et l'autre? La réponse, c'est oui. C'est en utilisant ce fameux nantissement dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, on va rentrer dans les détails du fonctionnement. Pour faire un nantissement, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu d'amener un apport, on va donner une garantie à la banque ou à la compagnie d'assurance vie pour le montant correspondant à notre apport. En l'occurrence, ici, 70 000 $. Bon, ça nécessite que j'ai 70 000 $ sur le compte, ça va sans dire, bien sûr. Je fais cela, je peux faire mon achat immobilier, je fais mon crédit classique de 80%, j'ai mon loyer, l'objectif, c'est que tout se rembourse. Exactement pareil que tout à l'heure. La seule différence ici, c'est quoi? C'est que au bout de 30 ans, j'ai toujours mes 345 000 $, mais j'ai aussi mon 70 000 $ qui aura grandi au sein de mon assurance vie et qui se sera transformé petit à petit en 227 000 $ au bout de 30 ans. Donc finalement, à la fin de mon investissement immobilier, ou même au milieu d'ailleurs, j'ai deux choses, l'argent qui aura grandi sur mon assurance vie et le bien immobilier qui aura été remboursé par mes loyers. Donc beaucoup plus intéressant en termes de financement. Deuxième partie importante, c'est la fiscalité. Pourquoi? Comment est-ce que ça fonctionne, la fiscalité du bien immobilier? Bon, je suis propriétaire d'un investissement, j'ai mes loyers. Ces loyers, je dois les déclarer. Mais avant de déclarer mon revenu taxable, je vais venir déduire de mes loyers mes charges, ce qu'on appelle les déductions fiscales. Donc les déductions fiscales, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à tous les frais qui s'affilent à la location, travaux, etc., que j'aurais pu faire pour le bien, plus mes intérêts d'emprunt. Donc ici, assez logique, je finance à 100%, j'ai plus d'intérêts, j'ai plus de déductions, j'ai donc moins de revenus taxables. Il y a un troisième point qui est important dans l'investissement immobilier pour aller optimiser la fiscalité. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis la dépréciation et en France l'amortissement. Alors, on va commencer par les États-Unis parce que c'est le plus simple. La dépréciation aux États-Unis, elle est accordée sur n'importe quel bien qu'on met en location. On prend la valeur du bien, on la divise par 27,5 et ce montant-là, si on prend un exemple, un montant de 4 000 $ par exemple, vient s'ajouter à mes déductions. C'est donc une déduction entre guillemets fictive, puisque je n'ai rien à payer, et vient faire réduire mes revenus taxables. Ça, très intéressant côté américain. Côté français, il faut savoir que ça existe, ça s'appelle l'amortissement, mais c'est disponible uniquement sur la location meublée. Alors, l'amortissement ne se fait pas sur 27 ans et demi, il se fait de façon différente en fonction du terrain, des meubles, de l'agencement, etc. En moyenne, on sait qu'on est sur 33 ans. Donc concrètement, je prends la valeur de mon bien, je la divise par 33, ça me donne un montant qui va venir se rajouter à mes déductions fiscales et qui va donc venir faire réduire mon revenu taxable. En termes de fiscalité, pour être vraiment optimal, avoir un maximum de mon loyer qui sert à rembourser mon crédit immobilier, eh bien, il faut que j'optimise mon financement, donc aller jusqu'à 100%, et puis également optimiser mon schéma, utiliser la location meublée pour la France, et aux États-Unis, j'ai la dépréciation qui est immédiate. Voilà pour la partie immobilière. Deuxième partie, maintenant, la partie retraite. Alors, aux États-Unis, au niveau de la retraite, comment est-ce que ça se passe? Alors, déjà, on va faire un petit point sur la retraite de base, parce que c'est vrai que la retraite de base est parfois oubliée. Aux États-Unis, il faut savoir que la Social Security américaine vous offre une retraite de base. Si j'ai travaillé que entre la France et les États-Unis, il faut savoir qu'il y a une excellente convention de retraite entre la France et les États-Unis qui me permet de faire valoir mes trimestres français en crédit américain, mes crédits américains en trimestres français. Bon, c'est super. Je fais une recollection de carrière, j'ai une carrière complète, et puis comme ça, je n'ai pas de problématique de trou de carrière lors de ma retraite. Deuxième chose importante, il faut savoir que la retraite de base américaine est plus forte que la retraite de base française. La retraite par annuité française, aujourd'hui le maximum, c'est 20 500 € par an. Il faut savoir qu'une personne aux États-Unis qui a contribué au plafond, donc c'est-à-dire qui a gagné plus de 162 500 $ sur ses meilleures années, aura une retraite de base à l'heure actuelle, à partir de 67 ans, de 48 000 $ par an. Donc on est pratiquement au double de la retraite française. Donc déjà, la retraite de base américaine, ne pas l'oublier, grâce à la Convention, j'y ai droit. Si je n'ai travaillé qu'entre la France et les États-Unis, que je fais voir la Convention,
j'ai le droit à partir d'1 an et demi de travail aux États-Unis, 6 crédits américains. Si j'ai travaillé dans plusieurs pays et que je ne fais pas valoir la convention américaine, là par contre c'est 10 ans travailler aux États-Unis. Hein, si je ne fais pas valoir la convention, que je n'ai pas travaillé 10 ans aux États-Unis, malheureusement je ne pourrais pas avoir le droit à ma retraite de base américaine. Donc, c'est un point important sur la retraite de base. Deuxième point, la retraite complémentaire. Alors, en France simple, on a Agir Carco, retraite des cadres ou similaire. Aux États-Unis, on va avoir les plans qu'on voit ici. Premier plan, c'est ce qu'on appelle Defined Benefit, donc plus communément les pensions. Ici, on reste sur un modèle qui est assez similaire au modèle français, c'est-à-dire que mon employeur me donne un montant, enfin, je contribue un certain montant au sein de ma pension avec mon employeur, et puis au moment de ma retraite, c'est dans le contrat, je sais quel revenu, quel pourcentage je vais pouvoir avoir, quel revenu je vais pouvoir tirer de ma retraite. Donc, assez simple, ces outils de pension. La seule problématique, c'est que c'était très populaire dans les années 80, on a 60% des compagnies qui en proposaient. Aujourd'hui, on a plus de 14%. Par exemple, que Dassault en propose, mais c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, on a plus shifté sur le deuxième modèle qui est le Defined Contribution Plan, le fameux 401k. 403b pour les personnes qui travaillent dans les administrations. Alors ici, j'ai une première question qu'on me pose souvent pour les personnes qui viennent d'arriver et qui ont une vraie incertitude sur leur temps ici aux États-Unis, qui me disent moi, je ne sais pas si je vais contribuer au 401k parce que je vais peut-être rester 1 an, 2 ans. Voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, ce qu'il faut regarder ici, c'est est-ce que votre employeur vous propose un match? D'accord? Un match, c'est ce qu'il vous propose une contribution de sa part. Si la réponse est oui, il est toujours intéressant de contribuer au 401k. Pourquoi? Eh bien, parce que, tout simplement, on va prendre un exemple. Admettons qu'une personne gagne 100 000 $ par an et a un match de 4% sur son 401k. Son employeur lui dit la chose suivante. Si vous contribuez 4% de votre salaire au sein de votre 401k, nous, on fera de même. Donc, je mets 4 000 $ au sein de mon 401k. À la fin de l'année, quelle est ma balance? 8 000 $. Sur mes 4 000 $ investis, j'ai donc fait 100% de retour, puisque j'ai 8 000 $. Une question qu'on pose, c'est oui, mais est-ce que c'est déduit de mon salaire? Non, c'est en plus de votre salaire. Donc, si on ne prend pas cette opportunité-là, eh bien, l'employeur ne viendra pas mettre ces 4 000 $. Admettons que je reste aux États-Unis 2 ans, donc j'ai 16 000 $ sur mon 401k, et puis que je décide de rentrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je peux retirer mes fonds? La réponse, c'est oui, je vais avoir une pénalité. C'est vrai, je vais devoir payer mes impôts également. Ça, quoi qu'il arrive, il aurait fallu les payer, que ce soit lors de la retraite ou avant. Donc finalement, la seule problématique, c'est la pénalité. La pénalité, elle est de 10%. Mais vous avez réalisé 100% de retour chaque année sur votre investissement de 4 000 €. Donc au final, 90% de rendement, ça reste extrêmement correct. Donc est-ce que je dois contribuer à mon 401k si mon employeur propose un match? La réponse, c'est oui. Peu importe que j'ai de l'incertitude ou pas sur mon temps ici aux États-Unis. Deuxième plan, c'est ce qu'on appelle l'IRA. On rentrera un peu plus dans les détails de l'IRA, mais c'est le compte individuel de retraite qui vous permet de transférer vos 401k dans un compte que vous avez de façon personnelle. Encore une fois, on reviendra dessus tout à l'heure. Et le troisième point, c'est les annuités. Alors, les annuités, c'est pour les personnes qui souhaitent, par exemple, se recréer une rente garantie lors de leur retraite. Donc, par exemple, refaire, comme ils connaissent sur le système français. Il y a 2 types d'annuités. Il y a ce qu'on appelle les capital annuités et les income annuities, qui sont complètement différentes. Sur une capital annuity, on va pouvoir continuer à investir sur les marchés financiers, mais ici, on va investir avec une ceinture de sécurité. C'est ce qu'on appelle un produit structuré. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, admettons, aujourd'hui, il y a des capital annuities qui sont proposés avec une garantie de 10%. C'est-à-dire que si le marché financier chute de moins de 10%, ma perte est de 0. Si le marché financier chute de 12-13%, ma perte est de 2-3%. Je n'ai pas de cap sur mes gains, donc finalement, et j'ai des frais de gestion qui sont extrêmement faibles. Donc finalement, je peux continuer mon investissement dans le meilleur des mondes. Alors ici, généralement, on dit, ok Adrien, c'est bien, mais quel est le catch? Le catch, il est simple, c'est que comme un produit structuré, c'est des contrats. Des contrats de 1, 3 ou 6 ans. Et bien sûr, plus on prend sur le long terme, meilleurs sont les termes du contrat. Mais c'est un produit qui est idéal pour l'épargne retraite. Pourquoi? Parce que, sauf cas exceptionnel de rentrer en France sous les 2 ans,
notre épargne retraite, elle est bloquée jusqu'à l'âge de 59 ans et demi. Donc finalement, être dans un contrat qui nous bloque pendant 3 ou 6 ans, peu importe, de toute façon, on n'avait pas prévu d'utiliser cet argent-là. Donc ce type de produit, ce capital annuity, extrêmement intéressant pour un produit structuré très intéressant pour des produits de retraite. Pour la deuxième partie, pour l'income annuity, je vais utiliser un graphique pour présenter cela. Hop là, et je vais partager mon écran. Parfait, vous l'avez à l'écran à l'heure actuelle. Impeccable. Alors, comment est-ce que fonctionne une capital annuity? Admettons que j'ai 100 000 $ à l'âge de 50 ans. Je décide de l'investir dans une une income annuity. Qu'est-ce qu'on va me garantir? La première chose qu'on va me garantir, c'est une croissance. Par exemple, x2 en 10 ans, x2,5 en 15 ans. Donc entre 50 et 65 ans, je suis garanti que mon capital augmente de 100 000 $ à 250 000 $. Si une question qu'on me pose, c'est de me dire, ok, mais l'argent, il est investi sur le marché financier. Donc, si le marché se porte bien et que j'ai 500 000 $ ou 400 000 $, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai toujours 250 000? Non, bien sûr. C'est une sécurité. Donc, si le marché financier se porte bien, eh bien, on prendra la valeur qui est sur votre compte. Et à partir de cette valeur-là, comme on est dans une income annuity, plus une capital annuity, que le but est de reproduire une pension, une rente garantie pour le reste de vos jours, eh bien, on va vous garantir un revenu pour le reste de votre vie. Aujourd'hui, les taux de rente sont 5,5%, ce qui voudrait dire qu'au minimum, j'ai 12 500 $ garantis pour le reste de mes jours. Si le marché se comporte bien et que j'ai 500 000 $, j'aurai 25 000 $ qui me seront garantis pour le reste de mes jours. Donc ici, un point très intéressant pour la retraite. Pourquoi? Parce que la problématique de longévité, eh bien, grâce à cette solution-là, je l'ai complètement annihilée. Alors revenons là, à la présentation tout à l'heure. Hop là. Voilà pour la partie annuity. Hop. Alors une autre question qu'on me pose maintenant, c'est de me dire, Adrien, très bien, merci, mais le 401k, j'ai eu plusieurs employeurs ici aux États-Unis, j'ai des anciens 401k, et qu'est-ce que je peux en faire? Et bien ici, vous avez vraiment 4 options à votre disposition. 1, le garder. Vous pouvez le lisser chez votre ancien employeur. La problématique ici, c'est que généralement, il faut savoir qu'un 401k, c'est un plan qui est optimisé pour l'employeur. C'est un plan qui a été mis en place par l'IRS pour que l'employeur puisse vous proposer un plan de retraite. Le plan qu'a mis en place l'IRS pour le particulier, c'est l'IRA, Individual Retirement Account. Donc si vous laissez vos fonds au sein de votre ancien 401k, généralement les frais de gestion sont élevés. Et donc, avant, votre employeur les payait. Maintenant que vous n'êtes plus employé par cette personne, ils vont vous les refacturer. Donc, pas forcément intéressant pour vous. Deuxième option, est-ce que je vais sortir l'intégralité de mes fonds de mon 401k? Encore une fois, sauf cas exceptionnel où je suis resté 1 an, 2 ans, 3 ans aux États-Unis, si j'ai fait 15-20 ans aux États-Unis et que je sors l'intégralité de mes fonds de mon 401k, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déféré de l'impôt pendant mon travail aux États-Unis, je sors l'intégralité des fonds, je vais me retrouver dans la tranche la plus haute. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément intéressant fiscalement. Mieux vaut sortir petit à petit pour limiter l'impact fiscal au sein de mon 401k. Donc, pas idéal. Troisième option, je transfère mon ancien 401k dans le 401k de la nouvelle entreprise. Alors ça, c'est une option qui peut très bien marcher. Pourquoi? Parce que, de 1, j'optimise les frais de gestion, parce que c'est mon nouvel employeur qui les paye. De 2, je peux continuer la stratégie que j'avais mise en place précédemment. Et en plus, c'est un transfert qui n'a aucun impact fiscal, puisqu'il est totalement toléré par le gouvernement, et donc plutôt optimal. Est-ce que c'est la solution la plus optimale? Non, la solution la plus optimale, c'est de le transférer vers un compte individuel de retraite. Un compte individuel de retraite, il est vraiment optimisé pour cela. Donc, je prends mon ancien 401k, je viens le transférer dans mon compte individuel de retraite. C'est bien, très bien. Est-ce qu'il y a un impact fiscal? Non, aucun, encore une fois. Ce qu'on appelle un transfert in kind, il n'y a aucun problème. Vous ne serez pas imposé là-dessus. Alors, la seule façon d'être imposé, c'est si c'est un choix de votre côté, que vous souhaitez passer dans ce qu'on appelle Roth. C'est-à-dire que vous dites, aujourd'hui, Adrien, je suis dans une tranche d'imposition qui, je pense, est plus faible que la tranche d'imposition dans laquelle je me retrouverai lors de la retraite. Donc, j'ai un intérêt à payer de l'impôt maintenant sur mon épargne retraite pour ne plus jamais en payer plus tard. Mais sauf ce cas du Roth,
un transfert d'un 401k au sein d'un IRA n'impactera pas votre fiscalité. Et au sein de cette IRA, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir sélectionner beaucoup plus d'investissements. Vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités. Alors, vous pouvez continuer la stratégie que vous aviez précédemment si vous le souhaitez. Mais vous pouvez également investir dans l'immobilier grâce au REITs, Real Estate Investment Trust. Et puis, si vous souhaitez vous recréer un revenu garanti, eh bien, c'est au sein de cette IRA qu'on va placer les annuités. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il n'y aura aucun impact fiscal à utiliser de l'argent de retraite pour les placer au sein de ces annuités. Donc vraiment, l'IRA, le plan le plus idéal en termes de frais de gestion, en termes d'options d'investissement pour vous. Donc si vous avez un ancien 401k, mon conseil, c'est bien sûr de le transférer dans un IRA et puis après de prendre des décisions sur ce que vous souhaitez faire au sein de cela. Maintenant, on va parler stratégie. Maintenant qu'on connaît les produits à notre disposition, côté français, côté américain, on va parler stratégie patrimoniale et comment aller se positionner pour la retraite, et surtout comment se positionner pour la retraite dans le cadre de la volatilité et de l'inflation à laquelle on fait face à l'heure actuelle. Alors, la stratégie la plus connue, la plus classique, c'est la stratégie suivante. C'est-à-dire que je décide je commence à construire mon patrimoine, j'épargne tous les mois, j'investis en immobilier, j'investis sur les marchés financiers. Et puis le but est simple, c'est au moment de ma retraite, je vais vivre des intérêts, des revenus que génère mon patrimoine. L'objectif, c'est que les revenus générés par mon patrimoine viennent remplacer mes revenus de salaire, en ajoutant bien sûr les régimes de base et les régimes complémentaires français. À mon décès, ce patrimoine que j'ai accumulé sera transféré à mes héritiers. Voilà un peu la stratégie classique. La problématique de cette stratégie classique, c'est qu'il y a énormément de risques au sein de cette stratégie. Le premier risque, c'est la longévité. C'est-à-dire, les gens disent, vivre que des intérêts, Adrien, c'est même pas exceptionnel, 3%, 4%, 5% par an. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est à la retraite, on ne va pas aller prendre du risque, on va limiter le risque au sein de sa stratégie. Si on limite le risque, on limite les rendements. Il vit de 3% de son patrimoine. Si par exemple on a 1 million, ça fait peu de revenus. Donc les personnes vont me dire, je vais vivre du capital et des intérêts. La problématique, c'est quoi? C'est la longévité. On ne sait pas, et heureusement, on ne sait pas combien de temps, la date de notre mort, combien de temps on va vivre. Et heureusement également, aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. Donc vivre du capital et des intérêts, c'est extrêmement dangereux, parce que j'ai un risque de run out of money. Deuxième risque, c'est l'inflation. On le connaît bien à l'heure actuelle, on l'a vu tout à l'heure, la personne qui avait 50 000 $, 23 ans après, pour avoir le même style de vie, elle avait besoin du double, de 106 000 $. Troisième point, c'est la taxation. Aujourd'hui, on est dans un bas historique en termes de fiscalité. Même si parfois l'impôt peut paraître fort, on est dans un bas historique. Si on regarde les taux précédents, on a toujours été plus haut. Donc si les taux d'imposition étaient amenés à augmenter, malheureusement, on perdrait encore en pouvoir d'achat. Et puis troisième point, c'est la volatilité. Pourquoi? Parce que on commence à connaître, 2000, 2007, même l'année dernière, 2023, on est dans une économie cyclique. C'est-à-dire que les marchés financiers n'ont pas une croissance continue. Hausse, baisse, hausse, baisse, hausse, baisse. Et cette volatilité, elle apporte un fort risque au sein de ma stratégie patrimoniale. Et je vais utiliser un graphique pour montrer quel est le risque. Alors la volatilité, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon suivante. Alors on va prendre l'exemple de quelqu'un qui, entre 30 et 65 ans, a investi chaque année dans l'immobilier, dans le financier, etc., et a généré un rendement d'à peu près 5% par an. Cette personne, aujourd'hui, elle a 65 ans, peu importe qu'elle ait fait plus 30, moins 2, plus 20, etc. Ce qui l'intéresse, c'est qu'elle ait fait plus 5%. Elle se dit, j'ai fait un bon rendement, je pars à la retraite, et puis je décide de vivre de mes revenus. Si cette personne, pendant ses premières années de retraite, elle fait face à un très bon marché, comme on a connu, par exemple, les années précédentes, qui sont 2018, 2019, 2020, etc., qu'elle fait plus 30%, sa stratégie de générer 5%, donc 40 000 $ après impôt à partir de son million, elle est gagnante. Elle n'aura probablement pas de risque de run out of money avant son décès. Par contre, si on se trouve dans un marché baissier, comme par exemple en 2007, ou même l'année dernière, et qu'on décide de partir à la retraite, le marché chute de 30%,
on doit quand même vivre, moins 40 000 $, donc à la fin de l'année, j'ai plus que 660 000 $. Là, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que si je veux continuer à générer mes 40 000 $ par an, revenir sur ma stratégie de base, eh bien, il va falloir que je génère 51,5% avec mes 660 000 $. Est-ce que je vais aller prendre un risque énorme pour générer ce montant-là, alors que je suis à la retraite, que je n'ai plus de revenus de salaire? La réponse, c'est non. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Malheureusement, je vais devoir baisser mon style de vie. Donc, ce qu'il faut savoir et ce qui est important, c'est que lors de la retraite, les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, c'est vraiment la zone la plus dangereuse de la planification retraite. Et puis également, en termes de taux, là, on a utilisé 5%. Pourquoi? Parce que c'est généralement le taux qu'on donne. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, Morningstar, qui est une compagnie financière extrêmement réputée, a fait une étude. Et pour avoir 99% de chances de réussite, pour que notre stratégie de retraite ait 99% de chances de réussite, on sera plus sur un taux de 2,81% plutôt que 5%. Donc on le voit bien ici, lorsqu'on prend en compte la volatilité, l'inflation et le risque au sein de la stratégie patrimoniale, eh bien, on se rend bien compte que malheureusement, la stratégie de base que l'on avait peut être caduque en cas de volatilité sur les marchés financiers. Alors, l'objectif, c'est pas d'en rester là, c'est d'apporter une stratégie alternative. Alors ici, aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, on a des produits, on a des stratégies qui vont nous permettre d'aller générer plus de revenus, prendre moins de risques, optimiser l'impact fiscal, tout en gardant une succession. Puis on va voir ensemble cette stratégie de retraite alternative avec un graphique. Alors, on va prendre la même situation dont on vient de voir, donc une personne qui, entre 30 et 65 ans, a accumulé 1 million en immobilier de rapport, actions, obligations, 401k, business, etc. Cette personne-là, elle a fait ses calculs, on l'a vu ensemble, elle pouvait générer 40 000 $ par an, mais elle se rend compte qu'à cause de la longévité, l'inflation, la taxation, la volatilité, cette stratégie, elle est dangereuse. Quelles sont ces solutions? C'est de mettre en place une stratégie à 2 vitesses, tout simplement. C'est d'apporter une vitesse qui, elle, a des rendements qui sont supérieurs à l'inflation, entre 3 et 5%, des rendements qui sont garantis et des rendements qui sont défiscalisés. Pour ça, on sait, le produit plus optimal, c'est la cash value life insurance. Pourquoi est-ce qu'elle va apporter cette vitesse? Bien, tout simplement, dans une période de volatilité, elle va pouvoir déjà laisser le temps à ses investissements de recover et vivre de cette deuxième vitesse qui, elle, n'aura pas été impactée des marchés financiers ou des marchés immobiliers et pouvoir continuer sa stratégie sans problème. La deuxième chose qui est importante, c'est que au sein de cette cash value life insurance, déjà j'ai une assurance décès qui partira à mes héritiers, mais j'ai également un rendement, qu'on l'a vu, qui est garanti. Et je suis garanti par contrat qu'entre 65 et 85 ans, mes 200 000 $ se transforment en 600 000 $, avec une assurance décès de 750 000 $. Donc, si cette personne se dit, voilà, moi, mon objectif numéro 1, c'est d'optimiser mes revenus et d'avoir le plus de revenus possible lors de la retraite, lorsque les marchés financiers se portent bien, elle peut aussi se dire, maintenant que j'ai 2 vitesses, et maintenant que j'ai cette garantie d'avoir ces 600 000 $ à l'âge de 85 ans, je peux très bien vivre du capital et des intérêts de mes investissements, mes actifs de croissance. Donc, peu importe si entre 65 et 85 ans, j'ai pris un risque et j'ai amorti l'intégralité de mes actifs. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, j'ai cette garantie que au sein de ma cash value life insurance, eh bien j'aurai 600 000 $ à l'âge de 85 ans pour finir mes vieux jours. Alors est-ce que le conseil ici, c'est de dire à 65 ans, vivez du capital et des intérêts pour ne plus rien avoir à l'âge de 85 ans? Non, bien sûr que non. Mais l'objectif ici, c'est de montrer qu'avec une deuxième vitesse, je m'apporte énormément de flexibilité et beaucoup plus de possibilités dans ma stratégie de retraite. Non seulement lorsque les marchés financiers sont baissiers, j'ai une autre option pour éviter de réaliser des pertes. Et puis si, lors de la retraite,
je fais face à une forte période d'inflation ou j'ai tout simplement envie de me faire plaisir et d'augmenter mes revenus, eh bien je sais que j'ai la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai cette garantie d'avoir 600 000 $ à partir de 85 ans qui me permettront de finir mes vieux jours. Si on fait les maths, stratégie numéro 1, j'avais 40 000 $ de revenus qui m'étaient garantis, entre guillemets, jusqu'à la fin de mes jours. Stratégie numéro 2, si j'optimise au maximum, j'ai 40 000 $ plus 32 000 $. D'où viennent ces 32 000 $? 800 000 $ que je vais amortir sur 20 ans. Ça fait 72 000 $ de revenus. Vous allez me dire rien, d'accord, mais plus j'amortis, moins j'ai de capital, moins j'ai d'intérêt. Et tout à fait. Il faut donc regarder une moyenne. J'ai donc sur 20 ans 56 000 $ de revenus au lieu de 40 000, ce qui me fait 40% en plus. Donc si vraiment je décide d'amortir mes actifs et de mettre cette stratégie en place, je génère 40% de revenus en plus. La problématique de l'inflation est complètement annihilée. Deuxième problématique, c'est l'imposition. On a parlé tout à l'heure, on est dans un bas historique. Qu'est-ce qui se passe si l'imposition monte? Dans cette stratégie-là, comme je vide mes intérêts, l'intégralité de mon revenu est taxable. Stratégie numéro 2, je vis du capital et des intérêts. Qu'est-ce qui est taxable? Uniquement les intérêts. Le capital, j'ai déjà été imposé dessus. Et plus j'amortis, moins j'ai d'intérêt, puisque moins j'ai de capital. Donc, moins je paye d'impôts. Si je fais mon calcul, année 1, dans la stratégie numéro 2, ça me fait 8 000 $ d'impôts. La moyenne, encore une fois, sur 20 ans, c'est 4 000 $. Lorsque je compare les deux stratégies, stratégie numéro 1, j'ai payé 200 000 $ d'impôts, donc 10 000 $ d'impôts sur 20 ans. Stratégie numéro 2, j'aurais payé 80 000 $ d'impôts. Donc ici, j'ai réduit mon coût fiscal de 60%. Donc la problématique de la taxation, je l'ai complètement annihilée. Puis j'ai également la problématique de la volatilité. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Lors d'un marché baissier, est-ce que je vais vivre du capital et des intérêts? Non, bien sûr que non. Lors d'un marché baissier, je vais vivre des actifs qui sont sur ma cash value life insurance et qui me permettent de continuer mon style de vie sans impacter les rendements de mes actifs de croissance. Dernier point qu'on n'a pas abordé, c'est la longévité. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas vraiment créé de revenus garantis. Et comment est-ce que je vais faire si je souhaite vraiment avoir du revenu garanti? Eh bien, je vais ajouter les annuités dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'income annuity dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc maintenant, au lieu de 800 000 $, j'ai plus de 600 000 $ ici, mais je rajoute 200 000 $ en annuité. Ces 200 000 $ en annuité à 5% vont me garantir 10 000 $ à vie. À ces 10 000 $ vont venir se rajouter mes revenus. Si j'ai fait une carrière, alors ça c'est une estimation qui dépend de vos revenus ici aux États-Unis et lorsque vous étiez en France, mais on va dire en moyenne, nous c'est ce qu'on voit, une personne qui a fait une carrière entre la France et les États-Unis peut espérer 27 000 $ des revenus de base, et puis après, des pensions plus revenus complémentaires français, 10 000 $. Donc, en accumulant annuité, pension et revenus de base, j'ai pu me générer 47 000 $, et ainsi, j'ai taclé complètement la problématique de longévité. Donc, en récap, stratégie numéro 1, je n'avais que mes actifs de croissance et je ne vivais que des intérêts générés sur ces actifs de croissance, ce qui me mettait à risque par rapport à ces 4 risques qui sont la longévité, l'inflation, la taxation, la volatilité. Stratégie numéro 2, en apportant un actif défensif qui va me permettre d'alterner lors des périodes de volatilité ou alors de vivre du capital et des intérêts de mon patrimoine, eh bien, j'ai pu augmenter mes revenus d'à peu près 40%, diminuer ma taxation d'à peu près 60%, et en amenant des annuités, j'aurai 47 000 $ qui me seront garantis pour le restant de mes jours. J'ai donc taclé la problématique de longévité. Donc voilà un peu pour la stratégie de retraite. Hop là, je vais revenir à mon slide précédent. Hop là, et je vais le passer. Très bien. Et pour la présentation, alors on va passer aux questions. Je ne sais pas, donc je vais vous laisser la parole et prendre toutes vos questions. Alors, question numéro 1, bonjour, vous pouvez poser des questions. Dans le fonds d'opportunité, alors, bonjour, je ne parviens pas à voir les slides. Alors, attendez, hop là.
Alors, première question, pour les héritiers en France, quelle imposition s'applique au 401k et Roth IRA? Alors, deux réponses différentes, c'est une très bonne question. Pour les héritiers en France, alors ils ont la possibilité de transférer ce 401k en 401k pour eux. Et l'imposition, alors elle suit la convention de retraite. Donc il faut savoir que convention de retraite, article 18 de la convention, l'imposition des produits de retraite ne se fait que dans le pays de contribution. Donc ici, il va falloir faire attention. Si la personne qui hérite du 401k en France a la carte verte ou la nationalité américaine, elle aura la chance d'être imposée au barème américain. Donc elle bénéficiera des tranches. Elle ne bénéficie pas de la standard deduction, mais elle bénéficie des tranches, ce qui lui permet d'avoir une imposition assez intéressante. Si par contre, elle n'a pas la nationalité, elle est au taux du non-résident qui est 30%, qui est un taux pas extrêmement intéressant en termes d'imposition. Donc oui, généralement, il vaut mieux essayer de dépenser l'argent qu'on a sur son 401k parce que successoralement, en fonction de la nationalité et de la carte verte, c'est peut ne pas être très intéressant. Le Roth, par contre, il suit exactement les mêmes règles. Article 18 de la Convention, l'imposition se fait que dans le pays de contribution. Vous avez déjà payé vos impôts aux États-Unis, vous avez la possibilité d'utiliser ces montants de façon tax-free en France. Alors, deuxième question, peut-on garder son 401k aux États-Unis même si on rentre en France? Oui, bien sûr. Alors, idéalement, je vous conseillerais de le transférer dans un IRA avant le départ en France. Pourquoi? Parce qu'après, ça va être compliqué, voire impossible. Si on a des frais de gestion qui sont forts, on a déjà vu des frais de gestion à 4-5% au sein des 401k. 4-5% de frais de gestion, il faut avoir un sacré rendement pour ne pas annihiler le rendement. Donc, je transférerai ça dans un IRA avant le retour en France, mais vous pouvez totalement garder sans problématique. Bonjour, quel est l'équivalent d'une assurance vie française aux US, annuity ou life insurance? Alors, l'équivalent d'une assurance vie française aux États-Unis, c'est la cash value life insurance. Pourquoi? Parce que la life insurance aux États-Unis, ça définit deux choses. Par exemple, avec notre employeur, on a généralement de la life insurance qui est de l'assurance décès, la term life insurance. Donc on paye chaque année, si on décède, il y a un montant qui passe à nos héritiers. La cash value life insurance, c'est l'équivalent de l'assurance vie française aux États-Unis. L'annuity, c'est vraiment un produit de retraite pour se recréer une pension. Ça n'a rien à voir avec l'assurance vie. Non, malheureusement, la double imposition, elle existe vraiment. Je vois que AXA m'a dit qu'avec les formulaires 5000, l'attestation de résidence, on n'aurait pas à payer d'imposition en France. Etc. C'est vrai, vous n'avez pas d'imposition à payer en France pendant votre vie aux États-Unis, mais par contre, vous payez de l'imposition aux États-Unis à votre taux moyen d'imposition américain. Donc, si par exemple, votre taux d'imposition, votre income tax aux États-Unis est de 35%, vous payez 35% sur les intérêts que vous générez au sein de votre assurance vie aux États-Unis. Donc, ça, c'est le premier point. Et lors du retour en France, vous n'êtes plus non-résident français. Donc, du coup, même si vous avez votre assurance vie depuis plus de 8 ans et que vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous êtes quand même redevable des contributions sociales, 17,2%. Et vous ne pourrez pas faire valoir l'impôt que vous avez déjà payé aux États-Unis. Donc, sur l'assurance vie française, on a vraiment une double imposition. Pendant la durée de détention aux États-Unis, au niveau de votre income tax, et lors du retour en France, si on est rentré en France, 17,2% pour les prélèvements sociaux. Alors, les slides sont à distribuer, oui, bien sûr. Alors, une question sur les monnaies virtuelles. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé? Tout simplement parce que nous, on est tenu par des règles de la Securities Exchange Commission et on ne peut pas parler de ce type d'investissement. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est quelque chose de nouveau, compliqué de vous donner des conseils là-dessus. Moi, j'investis personnellement là-dedans. Après, je pense que il faut en avoir pour tester. Après, le considérer c'est un actif qui est extrêmement risqué. Donc, on a vu ce qui s'est passé. Donc, le considérer à même hauteur qu'un compte d'investissement, peut-être pas, mais en avoir, oui, ça peut faire sens. L'IRA est mieux que le 401k? Oui, tout à fait. Quel intérêt d'avoir les deux?
quand vous êtes employé, vous ne pouvez pas, si vous voulez, votre employeur ne peut pas vous verser vos fonds dans un IRA. Il est obligé de vous verser vos fonds dans un 401k. C'est quand vous changez d'employeur que vous pouvez transférer votre ancien 401k dans un IRA. Donc, avoir les deux, c'est intéressant, hein, pendant votre emploi avec votre employeur, et puis ensuite pour les fonds que vous transférez. En cas de décès, le 401k est transféré au conjoint. Oui. En cas de décès, le 401k est transféré au conjoint. Pareil, il va avoir la possibilité d'ouvrir son 401k. Pas d'impôt là-dessus. Par contre, s'il retire, pour être clair, les 30% d'impôt, c'est sur les fonds qu'il retire de votre 401k s'il n'a pas la nationalité américaine. Donc, admettons que je décède, mon 401k transfère à ma conjointe à 65 ans décide de retirer des fonds de mon 401k, mais elle n'a pas la nationalité américaine ou elle n'a pas la green card, elle va être imposée à 30% sur les fonds qu'elle retire de mon 401k. Pourquoi ? Parce que moi, je n'ai jamais payé d'impôt sur ces fonds-là. Et l'impôt, il faut le payer à un moment ou à un autre. Donc là, effectivement, on a une imposition de 30% qui n'est pas forcément intéressante. Alors, autre question, peut-on avoir plusieurs comptes IRA ? Oui, on peut avoir plusieurs comptes IRA. Alors, il n'y a pas vraiment d'intérêt à en avoir plusieurs, puisque au sein de votre IRA, vous pouvez choisir plein d'options de placement. Roth IRA, vous pouvez en avoir aussi, et vous pouvez avoir les deux, il n'y a aucun problème. Un assuré ayant souscrit un contrat en France, devenu résident fiscal américain, n'a pas la possibilité de faire des versements, oui, tout à fait, ou réorienter sur des unités de compte, oui, tout à fait. Les versements et réorientations ne peuvent être effectués sur le support euro uniquement. Oui, tout à fait, c'est exact. C'est exact. Et le support euro, à l'heure actuelle, il rapporte 1,8, donc on perd par rapport à l'inflation. Donc, c'est vrai que ça, c'est un point que je n'ai pas abordé, parce que certaines personnes me disent aujourd'hui, j'ai cette problématique de PIFIC ou de double imposition sur mon fonds multi-support qui investit sur les marchés financiers. Si je le transporte sur un fonds euro, je n'ai plus cette problématique-là. Et la réponse est oui, c'est vrai. Mais c'est une fausse solution. Pourquoi ? Parce que le rendement que je génère sur mon fonds euro, 1,8%, ne me permet pas de combler l'inflation, qui est de 2,5% sur les années présentes. Donc je perds encore une fois en pouvoir d'achat. Pourquoi un IRA est mieux qu'un 401k ? J'optimise les frais de gestion. Et j'ai beaucoup plus d'options d'investissement au sein de mon IRA. L'IRA, je vais pouvoir continuer ma stratégie que je mettais en place sur mon 401k. C'est-à-dire que je trouverai exactement le même fonds que j'ai sur mon 401k. J'aurai moins de frais de gestion, donc déjà, c'est gagnant pour moi. Mais en plus de ça, si je veux diversifier, faire du REIT, par exemple, Real Estate Investment Trust, je peux le faire. Si j'ai beaucoup plus d'options d'investissement au sein de mon IRA. Donc c'est plus flexible, tout simplement. Le 401k est transféré au beneficiary, pas forcément l'épouse. Oui, tout à fait, ça c'est vous qui choisissez. La question tout à l'heure, c'était de me dire est-ce qu'il est transféré, il peut être transféré à mon épouse. La réponse c'est oui. Et si vous souhaitez le transférer à quelqu'un d'autre, vous avez aussi cette possibilité-là. Quel est le meilleur moyen de transférer des fonds de la France et des USA pour optimiser la fiscalité et le taux de change ? Alors, moi personnellement, j'utilise OFX et TransferWise. Alors, on n'a pas du tout de partenariat avec eux, on n'est pas du tout rémunéré par eux. C'est juste qu'on sait qu'en règle générale, ils font un très bon travail pour nos clients. Donc, voilà, on les recommande. Les frais sont faibles. Après, je sais qu'il y a certaines banques qui vous permettent d'avoir des comptes français et comptes américains et au sein de la même banque et de faire des transferts sans frais. Donc, voilà, on peut pas citer HSBC à l'heure actuelle qui propose ça. Donc, voilà, l'un ou l'autre est assez optimal. Alors, d'autres questions ? Pouvez-vous conseiller un organisme pour ouvrir un IRA dans l'optique de retour en France à un moment ? Oui, bien sûr. Alors, après, n'hésitez pas, il y a mon QR code, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ça dépend de votre situation, ça dépend de votre problème, comment vous souhaitez investir vos fonds, etc. Donc, ce sera un plaisir de vous renseigner de façon personnelle. Alors, autre question. Les options sont les mêmes avec un SEP IRA ou un Roth IRA. Alors, les options d'investissement, oui. Après, attention, SEP IRA et Roth. SEP IRA, ça permet à une personne qui
qui est par exemple indépendant, de s'ouvrir un compte retraite et déférer de l'impôt ou éventuellement d'ouvrir un Roth IRA. Les options d'investissement vont être les mêmes, par contre la fiscalité ne sera pas la même. Parce que le SEP IRA, si vous ne faites pas un Roth, il ne sera pas tax-free au moment de votre retraite. Alors que le Roth, les intérêts générés au sein du contrat avec capital retiré, comme vous avez déjà payé de l'impôt dessus, sera taxé au moment de la retraite. J'ai la double nationalité et je suis maintenant résidente française. Est-ce que je peux continuer à contribuer à mon IRA? Non, malheureusement. Malheureusement, non. Par contre, c'est un bon point, puisque vous bénéficierez d'une taxation intéressante au moment de la retraite grâce à l'article 18, puisque vous bénéficierez des tranches d'imposition aux États-Unis. Oui, les intérêts d'un share certificate sont-ils taxables en France si je suis rentré? Alors, mis à part les plans retraite, donc mis à part tout ce qui est qualified money et qui rentre dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine et de ce fameux article 18, tout le reste sera imposable en France lorsque je suis résident fiscal français. Donc concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Je suis en France, j'exclus les plans de retraite. Je suis en France, j'ai des comptes d'investissement aux États-Unis, j'ai de l'immobilier aux États-Unis. Comment est-ce que je suis imposé? Eh bien, je vais commencer à faire ma déclaration côté américaine, déclarer mes revenus, payer mes impôts. Au moment de ma déclaration en France, je vais faire une déclaration et je vais faire valoir l'article 24 de la Convention franco-américaine, qui va me permettre de faire valoir l'impôt que j'ai déjà payé aux États-Unis en France. Par contre, attention, ça ne va pas m'exempter d'impôt en France. La France va me dire, voilà, admettons que vous avez payé 20% aux États-Unis, chez nous c'est 30%, vous nous devez donc le reste. Vous n'aurez pas double imposition, mais toujours le taux le plus fort entre les deux pays. La retraite, c'est différent, puisqu'elle n'est imposable que dans le pays de contribution. Même chose pour les life insurance. Les life insurance, vous pouvez grandir vos américaines, vous pouvez les avoir lorsque vous êtes de retour en France et grandir votre patrimoine au sein de ces life insurance de façon tax-free et l'utiliser également en France de façon tax-free. Le niveau de crédit étant des niveaux records et la dette souveraine également, attends, c'est pire que 2019. Ouais, ça par contre, malheureusement, j'en ai aucune idée. Vraiment, j'en ai aucune idée. Je ne pourrais pas vous dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très forte volatilité sur le marché américain, une très forte instabilité dans le monde. Après, vous dire, est-ce qu'on aura une crise plus ou moins forte, ça, je ne vais pas prendre le risque, j'en ai vraiment aucune idée. Pouvons-nous placer un 401k dans un trust? Oui, aucun problème. Alors, par contre, la seule problématique du trust, il faut savoir que ce n'est pas reconnu en France. Le trust, c'est reconnu comme étant un outil d'évasion fiscale en France. Donc, c'est extrêmement inintéressant d'être en France avec un trust. Alors, après, il y a des outils qui vous permettent de faire ça. Encore une fois, ce serait un plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre nous. Ça dépend vraiment des situations et des personnes. On peut utiliser, par exemple, de la Family LLC, qui reproduit à peu près le même mécanisme que le trust, mais qui n'est pas pénalisé lors de votre retour en France. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est qu'une unité de compte et un support euro? Oui, bien sûr. Unité de compte, c'est l'équivalent de l'obligation aux États-Unis. C'est pour ça que ce n'est pas imposé. Il n'y a pas de problématique de double imposition. Le fonds euro, c'est un investissement sur les marchés, dans un fonds. Donc là-dessus, on n'a aucune garantie. L'unité de compte, excusez-moi. L'unité de compte, c'est sur les marchés. Il n'y a aucune garantie sur l'unité de compte. Le fonds euro, c'est l'équivalent de l'obligation. Et là-dessus, on a des garanties dessus. Et c'est considéré comme de l'obligation, donc ça évite la double imposition. Y a-t-il un délai pour transférer les fonds de son 401k vers un IRA quand on quitte son entreprise, même après avoir gardé son ancien 401k pendant plusieurs années? Non, aucun délai. La seule problématique, c'est que si vous êtes en France et que vous souhaitez faire ce transfert, ça va être extrêmement compliqué, voire impossible. Donc, le faire avant le retour en France, ou ailleurs dans le monde d'ailleurs. Mais par contre, admettons que vous ayez un ancien 401k depuis 20 ans et que vous soyez toujours aux États-Unis, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. La fiscalité américaine se mettait dans des successions en cas de décès dans un membre de la famille en France. Je vous conseille quand même de contacter votre CPA expert comptable. Je peux répondre à la question parce que on a le cas. Non, la convention vous permet d'éviter la fiscalité américaine. Alors après, par contre, il y a des formalités à remplir. C'est-à-dire qu'il va falloir la déclarer
mais grâce à la Convention, vous allez pouvoir éviter une double imposition. Sachant que les limites américaines sont quand même beaucoup plus hautes que les limites françaises. Hein. Savoir qu'ici, aux États-Unis, un couple important peut passer jusqu'à à peu près 26 millions tax-free à ses héritiers. En France, c'est 100 000 euros tous les 15 ans, même si on a énormément de possibilités d'optimisation. On voit que les limites ne sont pas les mêmes. Hein. Peut-on s'attendre à ce que les taux d'intérêt baissent ? C'est pareil, c'est difficile de répondre à cette question-là. Hein. Stratégiquement, je dirais pas immédiatement. Possible qu'il les baisse après pour relancer le marché immobilier, mais honnêtement, je n'en ai aucune idée, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Pouvez-vous dire s'il faut transférer une cash value life insurance et un 401k à un trust familial si un retour en France? Non. Par contre, le transférer dans une famille LLC, ça peut être intéressant. Le trust familial, vraiment, faut éviter. Hein. Faut éviter, c'est de l'évasion fiscale. C'est considéré comme de l'évasion fiscale en France, c'est imposé à 60% sur les successions. Donc, c'est pas très, très, très intéressant. Par contre, avoir une famille LLC, ça vous permet d'éviter tout ça et de bénéficier des exemptions américaines dont je viens de parler. Un couple peut passer 26 millions, on le met dans la famille LLC, on donne les non-managing rights et hop, on a optimisé sa succession. Encore une fois, n'hésitez pas à consulter votre avocat de succession ou même prendre rendez-vous avec nous. On a des avocats au sein du cabinet, ce sera un plaisir de vous renseigner là-dessus. Français, je suis établi aux États-Unis depuis 40 ans et en retraite. Mes enfants sont nés ici, donc US citizen. Je les ai enregistrés au consul français. Ils sont à double nationalité. Le patrimoine familial de mon côté est en France. Je vais consulter. Ok, très bien. Peut-on transférer un brokerage account principalement investi en obligations, bonds, vers un cash value life insurance? Oui, on peut. On peut sans problème. Après, encore une fois, il faudra regarder comment faire hein, pour optimiser la fiscalité du transfert. Mais oui, tout à fait. Tout à fait. Pouvez-vous répéter le nom l'équivalent du trust américain? Family LLC. Attention, ça n'a rien à voir avec une LLC. Le nom est bizarre, mais ça s'appelle Family LLC. C'est ce que les grandes familles utilisent aujourd'hui aux États-Unis. Par exemple, la famille Zuckerberg, Gates, etc. utilise ce type d'outils. Alors, vous allez me dire, on n'est pas Zuckerberg ou Gates, mais en fait, si vous voulez, vous avez presque des problématiques similaires, puisque vous êtes d'un pays où vous avez 26 millions d'exemptions, et vous passez en France où vous avez plus que 100 000 euros. Donc, utiliser les mêmes concepts, c'est pas idiot. Mieux vaut-il, après une carrière aux USA, mieux vaut-il financièrement rester et prendre sa retraite là-bas ou en France, ou bien aller en Asie? Alors là, là c'est une... je sais pas... c'est une question, je ne sais pas trop quoi répondre. Alors, en termes de fiscalité, ça dépend beaucoup de pronostics. Ça dépend si vous avez la nationalité américaine, ça dépend si vous avez la carte verte, ça dépend de quel État vous habitez aux États-Unis, parce que la fiscalité n'est pas la même entre Miami et San Francisco, par exemple. Voilà, bon, après, des pays comme, bien sûr, Dubaï, Singapour, où il n'y a pas de fiscalité, bah, si vous êtes résident, si vous êtes américain, vous ne paierez que la fiscalité fédérale américaine. Avez-vous bien indiqué qu'on pouvait intégrer les intérêts d'un 401k avec sa pension? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que les intérêts on peut utiliser les intérêts d'un 401k lors de la retraite et comment est-ce qu'on sera imposé? On sera imposé, si le 401k n'est pas transféré dans un Roth IRA, on sera imposé de la même façon sur les intérêts que sur le capital parce qu'on n'a jamais payé d'impôt là-dessus. Donc ce sera de l'income tax. Alors après, dans le cadre de l'article 18, si c'est la question, est-ce que le 401k va être considéré comme un produit de retraite par le gouvernement français de la même façon que la pension des États-Unis? La réponse est oui. Tout ce qui est Qualified Retirement Product sera considéré en tant que produit de retraite américain et sera imposé qu'aux États-Unis. Donc 401k, IRA, annuities, pension, Social Security, tout ça rentre dans le cadre de l'article 18. Hein. Y a-t-il des avantages fiscaux à avoir la nationalité américaine par rapport à la carte verte?
pareil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ce sera un plaisir d'y répondre. Ça dépend de votre situation patrimoniale. Le plus gros avantage fiscal, c'est si par exemple on a la carte verte depuis plus de 10 ans, qu'on rentre en France, éviter que la carte verte expire et que vous soyez redevable de l'exit tax à partir de certains montants. Oui, et en fonction de l'organisation de votre patrimoine, ben, effectivement, et de la répartition de vos revenus de retraite, ça peut être plus intéressant en termes de, si vous êtes en France, d'avoir la nationalité américaine et d'être imposé au taux américain plutôt qu'au taux du non-résident de 30%, qui n'est pas forcément intéressant. Alors ma question, si à ma mort il reste de l'argent ou des actions bien immobiliers, quelle sera leur situation? Alors, ça dépend de où sont localisés les enfants. Si les enfants sont localisés en France et que vous êtes localisé en France au moment du décès, l'imposition sera 100% française, même si ce sont des actifs financiers situés aux États-Unis. Quel est le meilleur État en termes de fiscalité? Ça, je ne sais pas. Ouais, des États qui, par exemple, comme la Floride, qui n'ont pas d'impôt sur le revenu, donc forcément intéressant. Voilà. Merci pour la réponse. Oui, tout à fait. Hein. Il y aura un lien de replay. Ouais, le Nevada également. Il y aura un lien de replay, le Texas aussi, qui sera envoyé. CVLI, qu'est-ce que c'est? C'est Cash Value Life Insurance. Et puis également, bon, j'enverrai un mail de suivi. Sachez que toute personne qui a assisté au webinar, on a décidé de faire une offre, donc aura le droit à un bilan patrimonial offert. Donc l'objectif, c'est de mettre en place ce que vous avez vu aujourd'hui de façon personnelle pour vous. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre en réservant un rendez-vous dans mon calendrier lors du mail de suivi. Et puis comme ça, vous pourrez, tout ce qui a été communiqué aujourd'hui lors de la conférence, vous pourrez le voir pour vous, pour votre situation, de façon personnelle. Et puis je pourrai essayer de répondre à vos questions plus personnelles. Merci à tous pour votre participation. Merci à l'UFE pour avoir organisé ce webinaire. Vous allez recevoir le replay dans les 24 heures. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Au revoir.